Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market, un Good Morning Market hebdomadaire. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux perspectives pour l'année 2021. Donc, que nous réserve l'économie en 2021? Alors, tout d'abord, ce petit rappel légal avant de débuter par les principales informations en ce début de semaine. Alors pour les top news, tout d'abord il faut noter que Wall Street la semaine dernière a terminé sur des niveaux records et ce malgré une recrudescence de la pandémie aux États-Unis. Un rapport du NFP décevant. Donc on fait face encore une fois à cette sorte de schizophrénie des investisseurs lorsque des mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un rapport du NFP décevant vient renforcer les espoirs d'un nouveau plan de relance, hein. Et l'optimisme a été affiché par Nancy Pelosi et Mitch McConnell qui souhaiterait donc arriver à un accord avant la fin de l'année. Alors à noter également que le dollar s'est stabilisé vers la fin de semaine après un euro-dollar qui a dépassé le seuil des 1,20. Nous allons en parler, hein. L'euro-dollar est actuellement en repli et donc pourrait présenter de bonnes perspectives à l'achat. Et donc c'était principalement un des enclenchements de stop-loss, hein, qui ont permis cela. Nous allons en parler plus dans le détail, mais également nous allons aborder le pétrole avec l'OPEP+, qui va augmenter sa production. Le pétrole a fortement progressé, il est en hausse, même s'il se replie en ce début de semaine. Et une forte reprise également du métal précieux, de l'or, malgré l'euphorie des marchés. À noter que le Bitcoin est à nouveau proche du seuil des 20 000 dollars. Alors que nous réserve cette semaine en termes de calendrier économique? Nous prendrons connaissance de certaines données majeures, notamment nous prendrons connaissance de la décision de la Banque du Canada mercredi, la décision de la Banque Centrale Européenne jeudi, et nous prendrons connaissance de l'inflation américaine jeudi également. Et donc nous allons parler de cette inflation d'ailleurs. Et à noter, hein, vous le verrez ici à droite, un rapport NFP en dessous des attentes, un rapport du NFP décevant qui a été littéralement ignoré par les marchés, qui a même ravivé l'appétit pour le risque. Donc voilà pour les principales news en ce début de semaine. Nous allons à présent débuter avec les indices. Les indices et notamment des options d'achat, les calls, qui sont à nouveau à la une, hein. Ce sont les particuliers, les retail, hein, qui se sont rués vers des calls et donc ce qui crée un écartement de la tendance médiane. Nous allons en parler immédiatement. Et donc effectivement, suite à une erreur de jugement en septembre, les investisseurs achètent à nouveau des calls, comme jamais auparavant, hein, ce qui aboutit à la situation actuelle et donc une surévaluation record, donc corrigée de l'inflation. On peut le voir sur ce graphique. Alors ce graphique qui est un graphique sur une échelle logarithmique et non arithmétique. Nous en avons déjà parlé, hein, de ce genre d'échelle. Et donc graphique logarithmique, hein, qui nous présente la régression par rapport à la tendance médiane, et ce depuis 1874, hein. Et à noter que la dernière moyenne mensuelle des clôtures journalières est supérieure à la médiane de 144%, hein. On le voit ici, cet écartement, cette régression de la tendance médiane. Et donc cela peut s'expliquer notamment par des investisseurs particuliers qui se ruent vers des calls. Je vous rappelle que les calls, ce sont des options d'achat. Voilà concernant la surévaluation du S&P, ajusté de l'inflation depuis 1874. Nous allons aborder à présent le marché d'échange avec notamment ce rallye impressionnant de l'euro-dollar, un euro-dollar qui s'est hissé au-dessus des 1,20, ce qui ouvre la voie vers les 1,25, voire les 1,26 pour la paire majeure. Alors rallye de l'euro-dollar. Alors il faut noter qu'en dépit de fondamentaux clairement incertains, nous avons assisté à un franchissement de la barre des 1,20 et donc il en est suivi des déclenchements de stop loss, ce qui a abouti à une forte hausse de la paire euro-dollar. Une paire euro-dollar qui pourrait aller chercher, d'un point de vue technique, le seuil des 1,26. Et c'est une situation qui ressemble fortement à celle de 2018, lorsque une forte remontée a marqué la fin d'un marché baissier. Donc très probablement, en se basant sur les données historiques, hein, cette percée haussière pour la paire majeure euro-dollar pourrait présager un prochain repli et même le terme de cette tendance haussière. Donc, à noter que il y a des attentes d'une forte progression. Il y a un positionnement spéculatif très élevé sur l'euro.
Et à noter également que le mois de décembre favorise souvent les mouvements volatiles sur le marché des changes et cela s'explique principalement par le repositionnement avant la fin de l'année. Et donc, vous pouvez retrouver justement ce CFTC Speculative Positioning sur la plateforme Xstation 5. Vous le retrouvez ici placé en oscillateur en dessous du graphique euro-dollar en données journalières. Un euro-dollar donc qui a le champ libre en direction des 1,26 et comme on l'abordait la semaine dernière, le repli actuel de ce matin pourrait être une opportunité pour donc prendre part à cet éventuel dernier élan de la paire euro-dollar. Nous allons nous intéresser à présent aux matières premières et bien entendu nous allons parler du pétrole et nous allons essayer de répondre à cette question: comment la décision des pays membres de l'OPEP affecte-t-elle les cours du pétrole? Alors tout d'abord, nous allons nous intéresser au respect, à la compliance des quotas de production. Il faut noter que 10 membres de l'OPEP sont en totale conformité avec l'accord de réduction de la production. Cependant, il y a certains membres de l'OPEP qui produisent plus qu'ils ne le devraient, notamment le Congo, la Guinée, le Gabon, l'Irak, le Koweït et le Nigeria. Cela concerne principalement ces derniers mois, mais une surproduction de la part de ces pays qui a été compensée par une surconformité, c'est-à-dire des pays qui sont allés au-delà des réductions prévues, notamment l'Angola, l'Algérie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. À noter que la surconformité des Émirats Arabes Unis était de 133% en novembre, et cela pour rattraper les quotas qui n'ont pas été respectés auparavant. Alors d'autre part, il faut considérer également d'autres pays producteurs, car tous les plus gros pays producteurs ne font pas partie de l'OPEP. C'est pour ça que l'on parle très souvent de l'OPEP+, et on va parler principalement de la Russie. La Russie qui produit 1 million de barils par jour de plus que prévu en novembre. Donc concrètement, la Russie produit 10 millions de barils par jour au lieu de 9 millions de barils par jour, ce qui fait 1 million de barils par jour supplémentaire. Et donc la surproduction totale issue des pays qui ne respectent pas l'accord de réduction de production s'élève à 2,3 millions de barils par jour, ce qui est compensé donc par la baisse de production des autres producteurs. À noter également qu'il y a une production additionnelle qui vient s'ajouter à cette surproduction, et ce sont les 1 million de barils par jour supplémentaires en provenance de Libye, mais également nous avons le risque, si je puis dire, un risque pour le marché pétrolier, bien entendu, le risque de voir s'ajouter 2 millions de barils par jour supplémentaires en provenance d'Iran. Nous l'avons abordé, cela est directement lié à l'élection de Joe Biden. Donc voilà, concernant les quotas, il faut garder à l'esprit que la compliance, le respect de l'accord de production est également déterminant quant à l'évolution des cours de l'or noir. Alors ceci étant dit, nous allons à présent parler donc de l'EIA et de ses différentes estimations, de ses prévisions. L'EIA prévoit donc une baisse des stocks implicites de 3 millions de barils par jour, et ce au 4e trimestre. Toutefois, une baisse au premier trimestre 2021 est prévue, et cela à hauteur de 0,7 millions de barils par jour uniquement. Alors, en supposant que l'OPEP augmentera progressivement sa production à partir de janvier, car nous l'avons dit, il y aura des réunions mensuelles afin de convenir de la conduite de nouvelles augmentations ou non. Et donc en supposant que cette augmentation se fait progressivement à partir de janvier, la baisse implicite des stocks devrait être plus importante. Alors on s'attend à ce que la production augmente de 0,5 million de barils par jour pour chaque trimestre au cours de l'année 2021, et non à 2 millions de barils par jour d'un seul coup. Donc concrètement, une hausse de la production qui est fractionnée, et cela est principalement dû à la difficulté, aux difficultés rencontrées pour les pays membres de l'OPEP, difficultés pour s'entendre. Alors un tel scénario, combiné à une augmentation de la production provenant d'autres sources, et ce conformément aux hypothèses de l'EIA, implique donc une baisse des stocks allant jusqu'à 1,7 million de barils par jour au premier trimestre 2021. Et donc, contrairement à la baisse de 0,7 million de barils par jour
prévues à l'heure actuelle. Alors à noter également les prévisions de Bloomberg qui s'attend à un équilibre relatif du marché pétrolier à partir du trimestre en cours et tout au long de l'année 2021. Il faut noter également que le consensus Bloomberg s'attend à un retour des cours du pétrole au-dessus des $50 le baril en 2021. Goldman Sachs, de son côté, s'attend à ce que le cours du Brent atteigne les $65 le baril d'ici la fin de l'année 2021. Et à gauche, vous retrouverez ici les prévisions de l'EIA à partir donc de la date actuelle. Nous allons à présent nous intéresser et répondre à cette question qui est donc le but de ce Good Morning hebdomadaire. Quelles seront les perspectives économiques en 2021 ? Alors, il faut noter que nous avons de nouvelles prévisions de l'OCDE. Vous retrouverez tout en bas les prévisions concernant la croissance pour les États-Unis, pour le monde, pour la zone euro et les pays membres du G20, et donc des prévisions de l'OCDE qui indiquent que l'ampleur de la croissance en 2021 sera comparable à l'ampleur de la récession en 2020. Ce que l'on peut en retirer comme conclusion, c'est que l'économie sera toujours en dessous des niveaux pré-pandémiques d'ici la fin de l'année 2021. Donc une année 2021 qui sera notamment marquée par une relance massive pour assurer donc la réouverture de l'économie, suite notamment à un début de campagne de vaccination. Et donc les marchés s'attendent à ce que la forte croissance se poursuive dans un contexte de taux d'intérêt extrêmement bas. Donc voilà pour les prévisions de l'OCDE. À noter également des PMI qui surprennent à la hausse, notamment des PMI en provenance des pays exportateurs, ce qui est un bon signe. Donc nous avons constaté une baisse effectivement des PMI à travers le monde lors du mois de novembre. Cependant, elle semble mineure étant donné que nous sommes en pleine deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Et donc, encore une fois, à noter à droite cette forte progression des PMI concernant les pays exportateurs. Donc, un signe extrêmement positif. On parle ici de la Chine, du Japon, de l'Allemagne, de la Corée du Sud et du Mexique. Alors, que nous réserve l'avenir avec une montagne de dettes ? C'est un débat qui fait rage actuellement. Il faut savoir que pour 2021, les attentes semblent rationnelles. Les gouvernements et les banques centrales ont combattu la pandémie avec la planche à billets, ce qui devrait permettre une relance de la demande une fois les restrictions levées grâce à justement ces campagnes de vaccination. Mais à noter que la dette, qui était déjà élevée avant la pandémie, a atteint une ampleur colossale. Alors on atteste bien entendu le graphique de gauche qui représente donc le ratio de la dette au PIB. Et donc dans ce contexte-là, ING prévoit qu'il faudra 10 ans pour revenir au niveau de 2019 et même 20 ans si la BCE doit augmenter les taux de 200 points de base. Et donc, d'autres études montrent qu'une dette publique supérieure à 90% sera un frein considérable à la croissance. Mais dans ce cas-là, d'où provient tout cet optimisme ? Il faut noter que les entreprises restent tout de même réticentes à investir, en atteste ce graphique. Et donc, les intentions d'investissement se sont certes améliorées, mais elles restent extrêmement faibles. Il y a une corrélation avec le sentiment d'ailleurs des consommateurs. Nous avons pris connaissance de ce chiffre. Et donc, cette tendance est manifeste dans de nombreux secteurs, de nombreux domaines. On peut constater l'augmentation des pertes d'emplois permanents aux États-Unis, ou les dépôts élevés détenus par les entreprises. Alors concrètement, sans une accélération des investissements, les mesures de relance budgétaire et monétaire massive risquent de n'avoir qu'un impact à court terme sur la croissance. On voit ici à droite d'ailleurs les intentions d'investissement au Royaume-Uni, et notamment les différentes enquêtes aux États-Unis. Alors, nous allons nous intéresser à présent à l'inflation qui est une donnée majeure nous concernant. Il faut noter que l'inflation reste à des niveaux extrêmement bas, en particulier dans la zone euro. Donc, le marché ne s'attend pas à un rebond de l'inflation et s'inquiète davantage des risques posés par une faible inflation-déflation. Alors, il convient de noter que l'inflation a fortement rebondi. On va faire un parallèle historique comme d'habitude après la crise de 2008. Pourquoi ? Cela donc peut s'expliquer par la baisse des capacités de production, mais également la hausse des prix
des matières premières, hein. Cette hausse des prix des matières premières est une donnée fondamentale également. Alors la pandémie a nous savons tous entraîné la fermeture de nombreuses entreprises de services, hein, un secteur des services qui a énormément souffert. En atteste d'ailleurs le PMI des services en France. Nous avons des producteurs qui ont décidé de limiter leurs investissements. Alors, si la demande rebondit de manière significative, hein, de par ces relances et la réouverture de nos économies, une forte hausse surprise des données de l'inflation pourrait intervenir dès le second semestre 2021. Et à noter qu'une croissance rapide des prix serait dévastatrice pour les marchés, car les évaluations, notamment les actions, les obligations et l'immobilier, sont basées sur des hypothèses de faible inflation et de faibles taux d'intérêt. Donc voilà pour ce point hebdomadaire, ce Good Morning Market hebdomadaire, afin donc d'avoir un aperçu de ce qui nous attend pour l'année 2021. Une année 2021 qui sera marquée par un début de vaccination, par une réouverture de nos économies. Alors nous allons à présent nous intéresser à l'analyse technique. Nous allons passer sur la plateforme Xstation 5 et nous allons débuter directement par le marché action avec le DAX. Le DAX qui commence sa semaine en repli. Un DAX qui a retracé quelque peu sa baisse, hein. Nous allons voir en données. Alors je vais mettre en plein écran. Voilà, nous allons donc analyser le DAX en données intraday, en données H4. Donc ça c'est le DAX en données journalières, en données H4 ici. Un début de séance qui a été volatile. Le DAX confirme tout de même sa faiblesse depuis le franchissement de cette oblique haussière qui relie les différents creux. Le DAX est sorti de son nuage H4 et donc confirme ses faiblesses, mais il faudrait passer durablement en dessous des 13 200 points. Nous sommes passés en dessous de ce niveau-là avant de rapidement repartir à la hausse pour aller se coller à notre bas de nuage. Donc en cas de passage en cas de passage définitif sous les 13 200 points, les perspectives seraient clairement baissières et ce serait pour aller chercher le seuil psychologique, la barre des 13 000 points. Donc un DAX qui confirme ses faiblesses, un CAC 40 également qui s'est nettement replié pour aller chercher la borne inférieure de son précédent range, de son range du début du mois de décembre, son range de la semaine dernière, la borne inférieure qui était à 5 536 points. Le CAC 40 est en train de se redresser actuellement à 5 550 et seule une sortie par le haut nous permettrait d'envisager les 5 572. En revanche, s'il revenait se placer en dessous du nuage, hein, on pourrait aller se rapprocher des 5 480 points. À noter ici un support intermédiaire à 5 530. Qu'en est-il de Wall Street? Wall Street qui s'est hissé sur des records historiques la semaine dernière, et ce malgré une évolution record de la pandémie aux États-Unis, mais également des négociations concernant le plan de relance qui patinent, même s'il y a donc cet optimisme qui est affiché par Nancy Pelosi et Mitch McConnell. Il faut noter que cela fait plusieurs mois que les négociations font rage et donc le marché commence à quelque peu tout de même s'habituer à cet optimisme. Alors actuellement, après un franchissement concernant le Nasdaq de la borne supérieure de son canal ascendant, éventuel pullback aux alentours des 13 500 points pour le Nasdaq. Qu'en est-il du Nasdaq en données intraday? Alors nous sommes en train de tester ici notre nuage, le nuage qui fait actuellement office de support. Il faudrait se hisser au-dessus, clairement au-dessus des 12 502 points pour espérer aller chercher à nouveau les 12 560 points, 12 557 très exactement. Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones également est en pullback ici. Le Dow Jones qui était sorti de sa figure en triangle ascendant avec pour borne supérieure le seuil psychologique, un seuil qui est colossal, les 30 000 points. Nous avons tout de même réussi à aller marquer les 30 258 points. Alors pullback actuellement, le Dow Jones semble retrouver des couleurs et pourrait repartir à la conquête de son précédent record historique. Alors à noter, je n'ai pas parlé du calendrier économique étant donné qu'il est vraiment dégarni aujourd'hui et c'est le sentiment de marché qui devrait dicter l'évolution des cours. Prudence tout de même en cas de passage en dessous ici des 29 950 points. Cela pourrait entraîner un retour en direction des 29 830 points.
Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500 qui ne cesse d'évoluer dans l'enceinte de son canal ascendant en a testé la borne supérieure avant de se replier pour un retour à la moyenne. Je vous rappelle que la Kijun représente les points moyens de moyen terme, les 3672,71 qui ont été testés avant de tenter de repartir à l'attaque de la Tenkan. Donc un début de séance européenne qui commence en territoire négatif, mais des indices qui se redressent petit à petit. Et nous avons donc détecté ces principaux supports. Et en cas de franchissement de ces derniers, cela pourrait être vecteur d'accélération baissière. Une séance donc qui sera dominée par le sentiment de marché. On passe à présent sans plus tarder sur les marchés des matières premières avec une nouvelle semaine ici pour le gold. Une semaine qui commence en territoire négatif. On vient tester ici cette oblique baissière. Nous sommes aux alentours des 1830 $ l'once. Qu'en est-il en données journalières? Alors il est intéressant effectivement de noter que nous avons bel et bien effectué un pullback sur les 1850 $ l'once. Et donc depuis le métal jaune ne cesse de se replier, hein. Il est un peu plus tôt allé chercher les 1821 $ l'once, donc des perspectives baissières de court terme, en tout cas d'un point de vue technique, qui viennent se confirmer. La cible, c'est tout simplement les 1806 $ l'once. Donc voilà pour le gold en données journalières. On constatera ici le gold en données intraday, hein, qui s'est replié pour aller chercher son nuage avant de quelque peu retrouver des couleurs et se stabiliser à 1830. On passe à présent sur le pétrole WTI, un pétrole WTI qui se replie, mais prudence, hein, tout de même sur le pétrole. Nous sommes retournés vers les 45,50 dans l'enceinte de notre nuage H1. Nous sommes toujours dans ce précédent canal haussier. Et donc ici, toute sortie du nuage, hein, pourrait entraîner le pétrole en direction des 45, voire des 44,90. Donc plus de prudence ici pour le pétrole WTI. Prudence également pour le gaz naturel, hein. La prochaine cible est à 2,319 pour le gaz naturel qui n'a pas réussi à profiter la semaine dernière d'hypothèse d'un réchauffement, d'une baisse des températures aux États-Unis. Je vous rappelle, hein, qu'à cette période-là, le début de la saison de chauffage, ce sont les températures qui drivent les cours du gaz naturel, mais également la publication hebdomadaire des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Alors le café, que nous fait le café? Le café s'est fortement replié. Il est à l'intérieur de son nuage en données journalières. Ici, on va passer rapidement sur ce graphique en mensuel. On voit comment le mois de décembre a débuté pour le café. Il avait terminé en nette hausse au contact de cette oblique baissière qui relie les différents sommets depuis fort longtemps déjà, depuis 2011. Nous avions également en résistance un nuage mensuel et un café donc en repli. D'un point de vue mensuel, il y a une cible qui est à 114,80. C'est un important support. Qu'en est-il en données intraday? Alors en données intraday, le franchissement ici des 115,86 pourrait être vecteur d'accélération baissière en direction de la SSB à 113,10. Dernier rempart avant les 110,50, voire ici les 107,60. Donc perspective baissière à court terme ici pour le café. À noter tout de même que nous sommes à l'intérieur de notre nuage en données H4 et en données H1, nous en sommes déjà sortis. Donc prudence pour le café. Ici, en cas de passage en dessous donc, de ce support, nous pourrions assister à une forte baisse, hein, qui permettrait même ici, vous le noterez, de combler une partie de ce gap haussier. Donc voilà pour les matières premières. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange avec un euro-dollar qui marque une pause, un euro-dollar qui se replie aux alentours des 1,2085 et on l'attendait, hein, ce retour aux alentours des 1,20. Cela pourrait constituer une bonne opportunité d'achat pour l'euro-dollar qui pourrait aller chercher les 1,26 et donc comme nous l'avons clairement énoncé, ce sont des déclenchements, hein, de stop-loss qui ont permis cette nette progression de l'euro-dollar. Un euro-dollar qui tout de même pourrait ici nous dessiner une figure chartiste de retournement en épaule, tête-épaule. Donc nous allons rester prudents tout de même sur l'euro-dollar et garder ce scénario en tête, hein. C'est une hypothèse technique si je puis dire, avec une ligne de coup à ce niveau-là. C'est
très précisément ce que nous sommes en train de tester. On pourrait assister à un rebond avant de se replier pour peut-être aller valider cette figure chartiste. Donc il faudra tout de même rester prudent pour l'euro-dollar. Certes, les perspectives sont haussières, mais on pourrait assister à un retour ici vers les 1,20, voire les 1,20,50. Nous allons vérifier ensemble si cela correspondrait, je n'en suis pas sûr, à l'objectif théorique de cette TE. L'objectif théorique de l'ETE devrait surpasser cette zone de support, hein, et l'objectif théorique correspondrait grosso modo au 1,20. Donc prudence, cela semble cohérent. Prudence pour ceux qui souhaiteraient acheter. Certes, les perspectives d'un point de vue technique sont haussières jusqu'au 1,25 voire 1,26, mais on pourrait se replier davantage pour aller chercher le seuil psychologique, la barre des 1,20, et un biais dans un contexte d'ailleurs d'un biais vert qui retrouve des couleurs avec un retour vers la Tenkan. C'est ce qui est envisageable, et dans un tel scénario, donc le repli de la paire de devises majeure pourrait s'approfondir. Pour le moment, la potentielle ligne de coup d'une potentielle figure en OTE, ce ne sont que des hypothèses, hein. Nous n'avons pas d'épaule droite, nous avons une épaule gauche, une tête, et on pourrait s'attendre éventuellement à une épaule droite si l'euro-dollar parvient à rebondir, à se maintenir au-dessus de cette pseudo-ligne de coup à pente positive. Alors qu'en est-il de l'USD-TRI? L'USD-TRI qui ne donne toujours aucun signe clair en territoire positif en ce début de séance, et il faudra également surveiller le GBP-USD avec ce net repli. Alors le feuilleton, hein, du Brexit se poursuit, et nous sommes actuellement sur un support. Si ce support venait à céder, on pourrait donc assister à une accélération baissière en direction des 1,3112. Donc prudence sur le GBP-USD, hein, qui sera très certainement l'une des paires les plus volatiles cette semaine, avec un feuilleton donc du Brexit qui ne cesse de s'éterniser, avec plusieurs points qui posent problème, mais notamment les problèmes liés à la pêche. Et donc, ce Good Morning Market hebdomadaire touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre temps. On se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading et une excellente journée. Au revoir.